Toulouse, place du Capitole. Et voici ce Capitole qui est l'hôtel de ville de Toulouse. 128 mètres de long, construit au XVIIIe siècle. Le Capitole tire son nom des Capitouls qui dirigeaient la ville. Toulouse est une ville de 437 000 habitants, 760 000 avec l'agglomération. C'est la préfecture du département de la Haute-Garonne et la capitale régionale de Midi-Pyrénées. Au centre de la place du Capitole, une croix du Languedoc a été réalisée par Moretti. Chacune des branches représente un signe astrologique. Il est difficile de saisir en totalité cette croix occitane. Sous les arcades, Moretti a également réalisé une série de tableaux dans le plafond des arcades, des sérigraphies. Là, je perdais tout si j'étais malade. Tu perds tout. Là, je perdais tout. L'hôtel est... Une belle illustration de l'art contemporain à Toulouse. Nous aurons l'occasion de voir quelques autres sérigraphies en repassant par cette place du Capitole. Je ne rigole pas de rien. Allons visiter l'hôtel de ville. La rue du Thor permet de joindre la place du Capitole à la basilique Saint-Cernin. Sur la façade du Capitole, les colonnes de marbre rose symbolisent les Capitouls, dont l'assemblée dirigeait la ville. Elles sont surmontées d'ornementations ioniques. C'est le soir, lorsque le Capitole se trouve exposé au soleil, qu'il prend toute sa beauté. Le Stade toulousain a remporté un nouveau bouclier de Brennus et il affiche sa gloire. Dans la cour de l'hôtel de ville. Cette cour intérieure est la cour Henri IV. Les blasons des Capitouls. La cour est pavée. On remarque l'ornementation finement travaillée. Henri IV trône en majesté. Est-ce qu'on peut me dire la date?
Cette plaque marque l'emplacement où le duc de Montmorency a été exécuté le 30 octobre 1632. L'élégance est à la mesure de la beauté de Toulouse. Et on ne lésine pas sur la brique rose. Pénétrons dans l'hôtel de ville, vers la salle des illustres. Les tableaux intérieurs sont quelque peu de style pompier. T comme ne cherchez pas bien loin. Belle porte de bois sculptée aux armes de la République. La salle des illustres impressionne par ses dimensions. Les Capitouls ont dirigé Toulouse de 1438 à 1790. Cette salle, la salle des illustres, donc, a été décorée avec toute la pompe due aux personnalités toulousaines.
Et voici quelques personnalités toulousaines, peu connues comme l'abbé Sicard, ou beaucoup plus connues comme ici l'ingénieur Riquet qui a créé le canal du Midi. Des hordes de Japonais investissent les lieux régulièrement. Ce tableau de Benjamin Constant représente l'entrée du pape Urbain II à Toulouse. Et voilà une dame fort dévêtue. Le navigateur La Pérouse. Un beau parquet. Tout croule sous le stuc et les dorures. Le marbre et l'albâtre s'en donnent à cœur joie. Le mathématicien Fermat est l'inventeur du calcul différentiel. Plus sobre, la salle Henri Martin montre de beaux tableaux, beaux et grands tableaux du peintre. Il avait une belle prédilection pour les bords de Garonne. On ne saurait l'en blâmer. Il a bien su rendre les teintes du Midi. Mais il sait rendre également admirablement la splendeur du printemps. Ce superbe tableau sur les travaux des champs n'a peut-être pas une grande valeur artistique, il est tout à fait émouvant. Le beau plafond de la salle Gervais. Il est décoré dans un esprit très romanesque. Vous avez fait votre dossier à déposer votre dossier. Oui, parce que je dois demander, oui, je comprends, mais alors il faut les rappeler, parce que c'est pas le numéro. Moi, vous faites 06, et vous leur dire le service de mariage à tout la vie. Et nous sommes sous l'œil vigilant de Marianne. Et du coq gaulois. De l'autre côté de la place du Capitole, nous avons le square Charles de Gaulle, avec le beffroi flamand restauré par Viollet-le-Duc. Le beffroi abrite les locaux de l'Office de tourisme.
La partie arrière du Capitole. Le beffroi, restauré par Viollet-le-Duc, était à l'origine une ancienne partie du Capitole. Le square Charles de Gaulle est en cours d'aménagement. Peut-être qu'ils vont mettre une nouvelle. Le couronnement réalisé par Viollet-le-Duc dans le style flamand au XIXe siècle est tout à fait incongru en Midi-Pyrénées et a été source de nombreuses controverses. Le square Charles de Gaulle est juste à proximité de la rue d'Alsace-Lorraine, une des artères clés de Toulouse. Rue d'Alsace-Lorraine. Le bâtiment du Virgin Megastore avec ses cariatides. Ce grand bâtiment était le premier grand commerce de Toulouse, la Maison Universelle. Les beaux immeubles de briques rouges du vieux Toulouse. Nous allons emprunter la rue de la Barute, espérons que ce sera moins bruyant. Cette maison n'est pas à colombage comme dans le Nord, elle est à corondage. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de bois, mais également des briques. De multiples petits restaurants jalonnent le parcours, mais ce n'est pas encore l'heure de la soupe. Une maison récemment restaurée, rafraîchie. Place Roger Salingros. Sur cette place, on trouve une belle fontaine de fonte datant de 1853. Les enfants sont agenouillés devant une tortue. Dans cette maison habita Jean Jaurès, qui fut adjoint au maire de Toulouse. Bon, en tout cas, merci, M. Cavallari. Voilà, et puis si vous le remettre, on le remettra. Et puis... Nous poursuivons par la rue du Puits Clos, qui mène à la place du même nom. La fontaine de la place du Puits Clos est l'œuvre de l'architecte Bernard Calais. Les colonnes à chapiteaux corinthiens viennent de l'église de la Dalbade. Poursuivons dans la rue Jules Chalande. Rue Jules Chalande. Retour en arrière, place du Puits Clos et entrée dans la rue de la Baronnie. C'est en fait la rue Baronnie. Une belle maison de 1820.
à l'angle de la rue du Puits-Vert. Il doit être bon d'habiter ici, enfin s'il y a un ascenseur. Rue Perra. Par la rue Gentil-Magre, nous arrivons à proximité du musée des Augustins. Nous croisons de nouveau la rue d'Alsace-Lorraine, tout hérissé de travaux. C'est bien dommage. Nous aurons l'occasion peut-être de visiter le musée des Augustins plus tard. À Toulouse, le nom des rues est bilingue, français-occitan. Les façades ont des lambrequins, comme à Lyon. Juste à côté du musée des Augustins, la chapelle Saint-Jean-Baptiste, avec au-dessus du portail une très ancienne crucifixion. Nous longeons les imposants contreforts du musée des Augustins. Le soleil de Midi-Pyrénées daigne faire son apparition. Dans un renfoncement du musée, une fontaine. Mémoire de la musique, dédiée au compositeur Xavier d'Arras. La rue des Arts, dans laquelle nous nous engageons, est bordée de magnolias et le phytosporum. En s'engageant dans la rue des Arts, on peut admirer le haut clocher octogonal des Augustins. Vraiment le style toulousain. Des éléments de roman et des éléments de gothique. Un peu de verdure dans la ville. Une très très belle perspective sur le clocher. La rue des Arts aboutit à la rue de Metz, avec un beau square. L'entrée du musée des Augustins. Fleurs de magnolia. Le clocher octogonal. Square Édouard Privat. Le buste du sculpteur toulousain Falvière.
consulat italien. Le débouché de la rue d'Alsace-Lorraine. Et nous sommes place Esquirol. Place Esquirol. On tourne dans la rue des Tourneurs. La rue des Tourneurs est ainsi nommée parce qu'au XVIIe siècle, les tourneurs sur bois y exerçaient leur activité. Ici, le Paradis Gourmand, une boutique spécialisée dans la violette. Les façades sont superbes. L'estaminet au Père Louis est classé au monument historique. On tourne dans la rue Perras. On va dans la direction de la rue Saint-Rome. Allons voir un peu la cour de cet hôtel. Rien que cette porte me semble croquignolette. On ressort dans la rue Péra. On ne se lasse pas de déambuler dans les ruelles du vieux Toulouse, de cette ville rose chantée par Claude Nougaro, qui est née à proximité de l'endroit où nous sommes logés, place Arnaud Bernard. Rue Saint-Rome, côté sud. Dans la rue Saint-Rome, cette maison est bien connue. Maison à corondage. Pans de bois et briques. Rue Saint-Rome, côté nord. J'ai commis une erreur. Ici, c'est la rue des Changes et pas la rue Saint-Rome, côté sud. Mais elle est tout de même au sud de la rue Saint-Rome. Dans ces rues pleines de boutiques, 1000 tentations attendent le touriste et l'autochtone. Au numéro 16 de la rue des Changes, l'hôtel d'Astorgue affiche une belle façade du XVIe siècle. La rue des Changes débouche place Esquirol. Rue de Metz. Elle se poursuit ensuite vers la place de la Trinité. Superbes immeubles de la place de la Trinité. Les beaux détails architecturaux ne manquent pas. Nous nous engageons à présent dans la rue des Marchands. Tous ces noms fleurent bon le Moyen-Âge. Témoignage d'une époque où les éléments décoratifs comptaient. Au numéro 28, 12 belles cariatides montent la garde.
Elles sont superbes. Ici, des titans soutiennent un lourd balcon. Les cariatides s'inspirent d'œuvres de Jean Goujon. La rue de Metz nous mène à l'hôtel d'Acéza, près de la place du même nom. Place d'Acéza et l'hôtel du même nom, avec sa mezzanine, le plus bel hôtel de Toulouse. L'hôtel d'Acéza est le plus bel hôtel particulier Renaissance de Toulouse. Il fut construit à partir de 1555 pour le riche marchand de pastels Pierre Acéza, Capitoul en 1552. L'hôtel d'Acéza abrite aujourd'hui les locaux de la fondation Bemberg. Colonne torse. Une superbe mezzanine. Peut-être aurons-nous le temps de visiter la fondation Bemberg. Mais l'hôtel d'Acéza abrite également l'Union des sociétés savantes et l'Académie des jeux floraux. Le dénommé Acéza devait avoir quelques économies pour créer tant de richesses. Qui s'en plaindrait aujourd'hui? Sur la porte d'entrée, en reprenant la rue de Metz, nous approchons des quais de la Garonne. Descente de la halle aux poissons. On se croirait presque à Paris. Et tout ceci est plein d'un charme fou. Nous avons ici une belle vue sur le pont Neuf et la Garonne qui roule ses eaux depuis le Val d'Aran en Espagne jusqu'à la Gironde en se réunissant à la Dordogne, au-delà de Bordeaux. Les superbes ombrages des bords de Garonne. Le sud comme on l'aime. Ce doit être bien agréable d'habiter ici en bord de Garonne. Enfin du moins si c'est insonorisé. Sur la rive gauche de la Garonne, le quartier Saint-Cyprien était autrefois la proie des inondations.
Les platanes forment déjà leurs akènes. Le quartier des Carmes, la façade de Notre-Dame, de la Dalbade. Il est possible de faire des balades en bateau sur la Garonne et j'espère que pendant ces 11 jours nous en aurons l'occasion. Le dôme en bronze de l'Hôtel-Dieu. Les belles façades. Difficile de s'en lasser. Siroter un verre sur cette terrasse doit être bien agréable, face à la Garonne. Superbe balcon de fer forgé. Il doit exister encore quelques ouvriers, quelques compagnons de France capables de réaliser de telles merveilles, mais en faible quantité. Direction à présent l'église de la Dalbade. Nous sommes tout simplement ravis par ce coin. Rue du pont de Tunis, c'était le plus vieux pont de Toulouse. Le pont de Tunis franchissait la Garonnette, un bras aujourd'hui asséché de la Garonne. Un petit décrassage s'impose. Avant de voir l'église de la Dalbade, faisons un petit tour dans la rue du même nom, avec d'intéressantes façades de 2 hôtels. Et voici l'hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de Malte, dont on reconnaît la croix. Curieux de voir une gouttière traverser un élément décoratif en pierre sculptée. La cour de l'hôtel des Chevaliers de Malte. En face, l'hôtel d'Aldéguier au numéro 29. Allons voir la cour de l'hôtel d'Aldéguier. En ressortant, nous voyons une autre porte de l'hôtel des Chevaliers de Malte. Le bâtiment est assez long.
Au numéro 27, l'exubérante décoration de l'hôtel de Clary. Quelle imagination! Retournons vers l'église de la Dalbade. Et voici la façade de Notre-Dame de la Dalbade. Avec des personnages colorés au tympan. Le couronnement de la Vierge. Et une Vierge à l'enfant au trumeau. D'autres personnages prennent la pose. Une belle église en briques. Et des coquilles. Pour nous rappeler que Toulouse est une des étapes des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Notre-Dame de la Dalbade est un exemple du gothique toulousain. Peu de vitraux, mais celui-là n'est pas mal. Le cœur. Et les orgues. Pietà, Vierge de douleur. Maison à corondage restaurée à l'angle de la rue des Couteliers. Nous empruntons à présent la rue Henri de Gorce, qui longe l'église Notre-Dame de la Dalbade. Quelques ombrages qui doivent être les bienvenus quand il fait chaud, mais aujourd'hui il y a une brise très agréable. La rue des Paradous. Au passage, nous remarquons un très bel arbre. Nous nous engageons dans la rue des Paradous précitée.
Nous tournons à droite dans la rue Jouhègue. Rue des Filatures. Filatier. Le monde de la couleur. Et l'on s'engage dans la rue des Filatiers. Un plan du vieux Toulouse. Nous voici revenus place de la Trinité. Encore une belle façade, place de la Trinité. Rue de la Trinité. Et encore du corondage. Place Rouet, le point le plus haut de la vieille ville, 146 mètres. C'est d'ici que partait un château d'eau avec des canaux vers tous les points de la ville. Baragnon. À l'entrée, le palais consulaire. Hôtel de Fumel. Aujourd'hui, chambre de commerce. La petite cour intérieure d'un restaurant bien sympathique. Un des escaliers de l'hôtel de Fumel. La plus vieille façade de Toulouse, 1300. La maison gothique. Au numéro 10, 2 lions gardent l'hôtel de Castellane. Rue Tolosane, le débouché de la rue des Arts. Nous arrivons en vue de la curieuse cathédrale Saint-Étienne, avec ses 2 nefs. Ouais. Allons visiter cette curieuse cathédrale Saint-Étienne dont le style est si disparate. La place Saint-Étienne a bien du charme.
Saint-Étienne a été construite du XIIIe au XVIIe siècle. Juste à côté, l'ancien archevêché abrite les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne. La nef et le chœur ne sont pas dans l'axe. Une descente de croix. Encore une pietà ou vierge de douleur, en pierre cette fois-ci. Pas de doute, c'est du gothique. Et voici une impressionnante chaire. Avec des atlantes. Le style baroque. Il y a tous les styles dans cette église. Voici les vitraux modernes. La rose de la nef. Les stalles. À la jonction de la nef et du chœur, le pilier d'Orléans, au pied duquel reposent les restes de Riquet, le créateur du canal du Midi. Je trouve pour ma part cette cathédrale d'une grande beauté. Le chœur. Les stalles. Les vitraux, comme le maître-autel, comme les stalles, comme le buffet d'or que nous allons voir tout à l'heure, datent du XVIIe siècle. Et voici les orgues.
le marbre rouge est à l'honneur. Comme dit le proverbe, le baroque, c'est pas du toc. Le déambulatoire derrière le chœur. Le vitrail du roi de France représente Charles VII, vêtu d'une tunique bleue fleur-de-lysée d'or. Sur ce vitrail, on remarque également le dauphin Louis, à genoux, futur Louis XI. Chapelle déambulatoire. La chapelle axiale. La pucelle de Don Rémy n'est pas venue en Midi-Pyrénées, mais sa statue en tout cas y est. Cette cathédrale Saint-Étienne est d'une grande richesse. Des panneaux explicatifs indiquent que la cathédrale Saint-Étienne, par manque d'argent, n'a pu être achevée. Cela explique son manque d'unité. Elle n'en est pas moins d'une grande splendeur.
une superbe chapelle à l'entrée. La cuve baptismale.